Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast un petit peu spécial pour terminer cette année 2025, puisqu'on est aujourd'hui avec un invité qui vient de sortir un livre intitulé J'y crois toujours, c'est Vincent Lavenu. Bonjour Vincent et merci d'être avec nous dans Chasse Patate. Bonjour et c'est un plaisir de vous rejoindre. Dans ce podcast avec vous, basé sur ce livre que vous venez de sortir il y a quelques semaines, on va pouvoir revenir un petit peu sur votre carrière, votre expérience de patron d'équipe notamment, l'équipe que vous avez fondée en 1992, qui est aujourd'hui Decathlon AG2R, avec petit éclairage sur les différentes problématiques qu'il peut y avoir quand on est patron d'équipe, notamment aujourd'hui, dans les années 2020. Et aussi, votre actualité de maintenant, vous êtes ambassadeur, il me semble, de l'équipe, de la nouvelle équipe Ma Petite Entreprise, qui lance en 2026 une nouvelle équipe féminine en Pro Team. Ça sera intéressant également de l'évoquer pour faire les différents parallèles. Et pour m'accompagner, tout ça, je suis avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Pour commencer, Vincent, j'ai une question en regardant le fait que, comme ça, en 2025, vous sortiez un livre. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à vouloir écrire ce livre que vous avez... Alors, livre qui est aux éditions Talent Sport, que vous avez coécrit avec Marc Fayet, important quand même de le noter, de le citer, évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé, tout simplement, à vouloir écrire ce livre en 2025 ? C'est tout simplement Talent Édition qui est venu vers moi en me proposant cette possibilité de raconter mon histoire, parce qu'ils ont estimé que j'avais une histoire qui était assez fournie depuis un certain nombre d'années dans le cyclisme, avec une fin douloureuse, et que ça faisait peut-être l'objet d'un livre qui pourrait être intéressant pour tous ceux qui connaissent le cyclisme, qui aiment le cyclisme, notamment qui ont été proches de notre équipe, les supporters. Voilà, donc je me suis laissé convaincre tout simplement. C'était pas ma première initiative. Et puis en parlant avec ma famille, avec mon épouse, finalement, on s'est dit que c'était peut-être une bonne chose. Et ça s'est très très bien passé parce que, comme vous l'avez dit, Marc Fayet m'a accompagné sur l'écriture de ce livre avec tout son talent. Voilà, donc je trouve que c'est un merveilleux récit qui a été parfaitement respecté avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'expertise en tant qu'écriture. Voilà, donc voilà, ça s'est très très bien passé. La collaboration, que ce soit avec Talent Édition, Marc Fayet, c'est vraiment passé de manière merveilleuse. Et après, justement, ce livre, alors, vous le faites en 21 chapitres, puisqu'il colle, justement, ça tombe bien avec les 21 étapes d'un Tour de France. Plus que d'autobiographie, vous parlez de livre-confession. On peut remarquer que dans ce livre, il n'y a pas tous les éléments de votre carrière qui sont cités, même si forcément, il y a une carrière assez vaste, assez riche. Pourquoi vous avez voulu faire, et le présenter aussi de cette manière-là, livre-confession ? C'était justement ça se fait de dire, justement, j'ai des choses à dire, j'ai des choses sur le cœur qui sont importantes pour moi. Oui, c'est ça, c'était résumé, alors comme vous l'avez dit, 35 ans de carrière de manager, 34 ans de carrière de manager sportif, il s'est passé des centaines et des milliers de choses, c'était difficile de faire le tri. On a essayé de prendre les moments les plus marquants, ceux qui m'ont beaucoup touché, des fois des détails tout simplement, hein, même pas toujours avec les plus grands coureurs, mais quelquefois avec des coureurs moins connus, et des situations qui me paraissaient intéressantes. Voilà, j'ai souhaité qu'on puisse avec Marc Fayet découper ça comme sur le modèle des 21 étapes du Tour de France. C'est un clin d'œil encore une fois à notre sport et notre merveilleux Tour de France, hein, qui fait rêver tant de monde. Donc voilà, c'était une façon d'écrire et puis de se raconter sur des choses très différentes, qu'elles soient déjà au début de ma carrière amateur, les rencontres avec les différents dirigeants de club, ma famille bien évidemment, hein, qui est un support important. Quand on fait ce métier, on s'investit à 200%. Et on est évidemment obligé d'avoir une famille qui derrière nous soutient, nous encourage et s'adapte à ce métier. Donc voilà, et puis les éléments liés vraiment à mon parcours de manager sportif qui a été riche, avec la chance d'avoir côtoyé
des grandes personnes, des personnes précieuses, des grands coureurs, mais aussi pas que les coureurs. Il y a aussi dans l'environnement du cyclisme des tas de gens qui font du bien au vélo. Alors évidemment, le Tour de France est un élément, est une course qui est essentielle dans le paysage et dans la réussite de notre sport et dans la popularité de notre sport, mais aussi les gens de la Ligue avec qui j'ai beaucoup travaillé, les autres directeurs sportifs que j'ai côtoyés. Puis voilà, donc j'ai essayé de raconter tout ça en essayant d'être complet, mais d'être aussi en allant à droite, à gauche, en revenant en arrière, mettre un petit peu de style dans l'écriture. Oui, c'est vrai que, alors, je vais pas tout dévoiler à ceux qui auraient pas forcément lu le livre encore, mais il y a pas mal d'allers-retours entre la période plus ou moins récente où vous écrivez ce livre et tout au long de votre carrière, puisque vous évoquez pas que votre carrière de manager, permet aussi de rappeler que vous avez été coureur, vous avez couru un Tour de France en 1989, et que votre carrière de coureur, elle n'a pas été très linéaire non plus. On pourra y revenir tout à l'heure quand on parlera de votre projet justement qui vous a mené à créer cette équipe, mais on sent qu'il y a un petit peu un lien. Et après justement, par rapport à ce livre, moi il me reste une question après l'avoir lu, c'est le titre. J'y crois toujours. En quoi vous croyez toujours aujourd'hui ? Alors, d'abord, c'est un trait de mon caractère. C'est évident, la vie est pas un long fleuve tranquille pour qui que ce soit. Je pense particulièrement pour moi dans le monde du cyclisme. D'abord, si on prend mes débuts, je suis briançonnais dans les Hautes-Alpes, plutôt une région où on fait du ski, où il y a de la neige très tardivement. Je me suis mis à faire du vélo, donc c'était pas facile. On était loin de tout, loin des courses. Et puis petit à petit, la passion a pris le dessus et j'y ai toujours cru. J'y ai cru jusqu'à passer très tardivement professionnel, puisque je suis passé à 27 ans. J'aurais pu baisser pavillon avant, baisser les bras et ne plus y croire, et j'y croyais. Et puis, dès mes débuts professionnels, c'est pareil. J'ai eu beaucoup d'aléas, des équipes qui se sont arrêtées les unes après les autres, et j'aurais pu me décourager, et je ne me suis pas découragé, donc j'y ai toujours cru. Donc, c'est vraiment un trait de mon caractère. Et là encore, sur la fin de mon parcours, après toutes ces années passées au service de l'équipe AG2R notamment, la fin étant été ce qu'elle est, avec les difficultés que je me suis retrouvé, j'aurais pu me dire, bon, il est temps de penser à la retraite et de penser à autre chose. Et finalement, je me dis que ce sport m'a beaucoup apporté. J'ai aussi, je pense, à mon niveau, essayé d'apporter le maximum pour accompagner mes équipes et satisfaire les partenaires qui m'ont été fidèles. Mais non, finalement, j'ai souhaité répondre favorablement aux attentes de cette nouvelle initiative qui s'appelle Ma Petite Entreprise et qui est la création d'une équipe féminine, parce qu'on est venu vers moi en me disant, voilà, il y a un nouveau projet, voilà ce que ce projet représente, et c'est un projet qui a du sens, beaucoup de sens, et à partir de ce moment-là, je me dis, bah oui, j'y crois encore, j'y crois toujours, parce que ce vélo a fait du bien dans ma vie, a fait du bien dans ma carrière, et j'ai essayé de donner le maximum pour aussi rendre au cyclisme ce qu'il a pu m'apporter. Donc il y a l'amour du vélo et la persévérance aussi dans tout ça, quoi. Oui, c'est un trait de mon caractère. J'ai tendance à ne pas baisser les bras et ne pas décourager, même comme tout le monde. Hein. Des fois, on se couche le soir, on n'a plus trop le moral parce qu'il y a eu des déconvenues, il y a eu beaucoup de travail. Mais la caractéristique, c'est que quand je me lève le matin, j'y crois à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un trait de mon caractère. Et du coup, si on se replonge un peu chronologiquement, on va dire, si on regarde par rapport à vous, votre expérience de manager d'équipe, déjà, pourquoi vous avez voulu fonder votre équipe dans les années 1990 Vous aviez déjà l'idée, à l'époque où vous étiez encore coureur, et en 1992, vous créez votre équipe qui s'appelait à l'époque Chazal, Vanier, Mur, Veta, pour bien citer tous les sponsors. Quelle était votre idée de base au moment de créer cette équipe qui s'est lancée en 1992 ? Alors, tout est venu du passage de mon passage chez les professionnels en 1983, hein, dans l'équipe Pélussin Saint-Étienne, qui rapidement s'est retrouvé arrêté, hein, puisqu'on n'était plus payé au bout de 6 mois. Mais entre l'hiver 83 et 84 et l'hiver 84-85, j'avais décidé de passer mes brevets d'État, ce qui aujourd'hui, on appelle ça des DGEPS, hein, brevets d'État. Donc, je prenais ma voiture avec Michel Charéard, j'allais le récupérer à Vienne dans l'Isère et on montait le lundi matin à 4 ou 5 heures du matin
en direction de Montry, à côté de Paris, pour aller tout l'hiver passer nos brevets d'État. Donc, j'avais décidé de devenir plus tard, d'avoir mes diplômes de directeur sportif ou d'entraîneur, dans le but de travailler dans le cyclisme comme encadrant. À ce moment-là, je n'avais pas l'idée de savoir à quel niveau. Est-ce que ce serait dirigeant de club? Est-ce que ce serait directeur sportif? Est-ce que ce serait entraîneur? Je ne savais pas trop. Mais néanmoins, après mes 2 saisons passées chez les professionnels, j'ai obtenu mon premier degré et mon deuxième degré. Et donc, tout est parti de ce moment-là. Et donc, après, ma carrière s'est déroulée avec quelques difficultés pour obtenir des contrats stables. Et quand fin 91, déjà fin 90, j'étais en tant que professionnel indépendant, je savais que mon salut dans le monde professionnel viendrait que si je trouvais un partenaire. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Alain Chazal, le premier partenaire qui m'a soutenu et qui m'a encouragé en 91. Donc, il m'a accompagné dans une petite équipe suisse qui s'appelait Mozoka. Et donc, j'avais le nom Chazal sur le maillot. En gros, je me suis financé mon salaire à l'intérieur de cette équipe-là. Et en voyant ce qui se passe au niveau du cyclisme, il y avait très peu d'équipes en 91 et on savait que Toshiba allait arrêter son partenariat. Et donc, il ne resterait plus que 3 équipes en France professionnelles. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, il n'y aura plus de place pour toi dans le peloton. Il est temps d'arrêter. Et peut-être faut-il travailler sur un projet de création d'équipe, mais peut-être différent. Pas une grande équipe, mais peut-être une équipe plutôt de copains, une équipe de jeunes, avec un budget limité. Donc, tout est parti de ce moment-là. Donc, j'ai proposé cette possibilité à Alain Chazal dès le mois de mai 91. Il m'a soutenu, il m'a encouragé. Et finalement, encore une fois, avec pas mal de difficultés, il a fallu convaincre un nouveau partenaire. C'est Vanille et Mur, Alain Bianchetti de Vanille et Mur qui m'a accompagné. Et ça a été le lancement. C'est-à-dire qu'au mois de décembre 91 seulement, on a pu réunir les fonds nécessaires pour pouvoir envisager ce projet de nouvelle équipe. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé à corps perdu dans la création d'une équipe avec le peu d'expérience que j'avais. Il a fallu que je compense par des heures et des heures de travail. Mais voilà, j'avais mis le pied à l'étrier, encore une fois, grâce à la fidélité et au soutien de Alain Chazal et de Alain Bianchetti, qui ont été les premiers à me faire confiance. Donc, tout est parti finalement sur un cheminement depuis le début de ma carrière professionnelle. Oui, et puis vous évoquez les années 1990, même 92, lorsque vous créez votre équipe. En effet, il restait seulement 3 équipes françaises professionnelles, en l'occurrence Z, Castorama et RMO, donc c'était quand même d'assez grosses équipes. Ouais, Geoffrey, tu voulais ajouter quelque chose à ce sujet? Est-ce que, à ce moment-là où vous créez l'équipe, il y a l'idée de, je pense aussi, rassembler des coureurs qui risquaient d'être sans contrat, comme vous le disiez, mais est-ce que vous imaginiez que ça allait... est-ce que vous aviez déjà une idée d'à quel point l'équipe durerait dans le temps, dans le sens où est-ce que, sans imaginer que ce serait une des principales équipes du peloton 20 ans plus tard, mais est-ce qu'il y avait déjà une ambition de grandir, parce que dès la fin de la décennie, Casino était devenu une équipe déjà assez solide, ou est-ce que c'est juste les premières années qui ont fait que ça s'est bien enchaîné, ça grandit un peu, jusqu'à assez vite devenir une structure assez importante? Oui, alors je suis passé du stade de coureur cycliste professionnel avec, on va dire, les interrogations, les prérogatives, toutes les charges qui sont liées à un coureur cycliste professionnel. C'est-à-dire d'abord faire attention à soi, attention à son corps, attention aux quantités d'entraînement, à la diététique. Et à un moment donné, en sachant qu'il n'y aurait plus de place pour moi dans le peloton, je suis devenu entrepreneur. Je me suis imaginé entrepreneur, créateur d'entreprise, créateur d'une équipe cycliste, la seule chose que je savais vraiment faire. Et je me suis lancé là-dedans avec beaucoup de ténacité, d'encouragement, beaucoup de morale, d'envie de bien faire. Donc, encore une fois, j'ai abattu des montagnes pour arriver à créer cette première équipe. Et une fois qu'elle a été créée, là, ça a été le vrai départ. Je me rappelle toujours le regard des coureurs que je côtoyais encore en 91 et qui ne croyaient, peu de gens croyaient, quand j'annonçais que je voulais monter une équipe cycliste professionnelle, peu de gens y croyaient. Et j'ai aucune amertume par rapport à ça. C'était un petit peu normal. J'avais pas une notoriété très importante, j'avais pas d'expérience. Et le regard des coureurs a changé quand, à la première course qui s'appelait la Ronde Pyrénéenne à l'époque, le 1er ou le 2 février,
les coureurs que je voyais ont vu cette équipe arriver avec des vélos, des voitures, des maillots, des coureurs. Et là, j'ai dit, là, on a fait quelque chose. On a réussi parce que je n'étais pas tout seul. D'abord, j'étais accompagné par des bénévoles qui étaient autour de moi, des amis qui m'ont aidé à monter ce projet. Et la première course, avec nos voitures, nos vélos, nos coureurs, on avait le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Et donc, forcément, c'était une petite équipe, sans perspective très lointaine, sans expérience. La seule chose, c'est qu'on souhaitait gagner les courses, essayer de mettre en évidence les partenaires qui nous étaient fidèles. Et parce qu'on sait qu'en gagnant des courses, forcément, ça apporte une notoriété, ça fait connaître les marques. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé dès la première année, puisqu'on a remporté 7 victoires dès la première année 1992. Et petit à petit, cette équipe a grandi. L'équipe Chazal, qui est devenue l'équipe Chazal MBK la deuxième année, avait passé un palier supplémentaire. La troisième année, encore un peu plus. Et au bout de 4 ans, on était devenu une équipe. On avait fait le Tour de France d'ailleurs dès la deuxième année de l'équipe, en 93. Donc c'était déjà quelque chose, une progression importante que de participer au Tour de France. On avait engagé des coureurs qui étaient, somme toute, déjà avec une certaine notoriété, comme Eric Caritou, qui est un garçon qui avait gagné le Tour d'Espagne. J'avais embauché Yann Kersipou, qui est devenu un grand coureur. Et petit à petit, on a construit cette équipe qui est devenue une bonne équipe française, sans être au sommet. Et puis après, il a fallu à un moment donné trouver un nouveau partenaire, puisque Alain Chazal m'avait prévenu une année avant en me disant, écoute, l'équipe aujourd'hui a une dimension qui est trop importante pour le niveau de mon entreprise, donc on va stopper le partenariat. Donc j'étais prévenu en fin 2014 que l'équipe allait s'arrêter fin 95. Et là, ça a été la période pour moi la plus difficile, parce qu'il a fallu trouver un nouveau partenaire dans un contexte, encore une fois, où j'avais pas forcément d'expérience, j'avais pas un réseau qui était important, j'avais pas, voilà. Donc, encore une fois, c'est les amis, les connaissances proches qui m'ont aidé à décrocher ce fameux partenaire qui nous a suivis. Ça a été Petit Casino. Donc, c'est un ami qui m'a accompagné pour trouver ce nouveau partenaire, qui s'appelle Jean-Yves Grand, et qui m'a mis le pied à l'étrier vers la société Casino. Et là, c'était un nouveau départ. Donc, on a fait 4 années avec Chazal. Et il y a eu un nouveau départ avec l'équipe Petit Casino. Et ensuite, on est parti sur des grandes années Casino avec un grand sponsor qui nous a suivis et qui nous a donné des dimensions financières beaucoup plus importantes. C'est pour ça d'un seul coup, on est passé en 97 d'une équipe modeste à une grande équipe parce qu'on a pu récolter des moyens importants. Et puis après, à partir de 1997, vous avez, il me semble, vous avez H2R Prévoyance qui vous rejoint et qui vous suivra ensuite très longtemps. Ça aussi, ça peut-être été presque un soulagement de se dire qu'on a un partenaire qui est capable de nous suivre très longtemps et de suivre dans la durée aussi. C'était quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que AG2R Prévoyance nous a accompagnés dès la première année de création de l'équipe Casino, donc en 97. Ça a été tout simplement, ça s'est joué au plus haut niveau entre la maison Casino et l'assureur AG2R. Donc AG2R a intégré l'équipe en tant que simplement copartenaire avec un petit logo sur le maillot très simple. Ce logo, finalement, il a grandi d'année en année. 98, plus important, 99 aussi. Et finalement, 99, Casino a arrêté son partenariat. Je me suis retourné donc directement vers Monsieur Breton, qui était le directeur général délégué d'AG2R La Mondiale. Et je lui ai dit, écoute, le sponsor Casino s'arrête. Je me tourne naturellement vers vous parce que je pense que vous avez le potentiel de prendre le leadership. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée, encore une fois, d'un nouveau partenaire. Et donc, ça a été vraiment les premiers débuts de l'équipe AG2R Prévoyance. Ça a été en 2000, quand il a été le sponsor principal du groupe. Et là, on a eu une longue histoire ensuite qui nous a suivis. Est-ce que ça a été un soulagement de pouvoir compter aussi longtemps sur un partenaire? Parce que l'auditeur pense peut-être à l'équipe Cofidis ou à l'équipe FDJ, où on est habitué en France d'avoir des sponsors qui tiennent dans la durée. Mais dans le même temps, il y a eu plein d'équipes, même relativement importantes, qui ont cessé d'exister. Le Crédit Agricole, par exemple, qui était la suite de Z, et avant ça Peugeot, qui était un monument du cyclisme français, qui a disparu presque du jour au lendemain. Ou à côté, votre confrère René Bernaudot, qui a bataillé presque tous les 2-3 ans parce qu'il devait rechercher un nouveau sponsor titre. En quoi c'est
cette relation particulière que vous avez pu avoir avec les dirigeants d'AG2R pendant de longues années ont aidé l'équipe. Oui, alors effectivement, c'est, on va dire, très confortable que d'avoir un partenaire qui est fidèle dans la durée. Et c'est vrai, vous les avez cités, c'est le cas de Cofidis, c'est le cas de la Française des Jeux. D'ailleurs, ces équipes-là ont vu leur début de création en 1997, la même date que Casino est rentré comme partenaire principal. Donc la même année, en 97, il y avait Casino, Cofidis et Française des Jeux sur le marché. Donc le niveau français s'est trouvé tout de suite. Ça a été, on va dire, une sacrée opportunité pour les coureurs français, puisque d'un seul coup, 3 grandes équipes se créaient. Et d'ailleurs, entre nous, on était concurrents, donc il fallait qu'on aille chercher des coureurs. Ça fait monter les tarifs. Mais effectivement, donc AG2R a intégré le partenariat en 97, est devenu sponsor principal à partir de 2000. Et les relations qu'on a instaurées au sein de l'entreprise AG2R avec cette équipe, parce que c'est une des caractéristiques aussi d'AG2R, d'être fidèle dans la durée, de ne pas faire des one-shots en termes de communication, mais de construire dans la durée. Et donc, finalement, on a accompagné l'entreprise. L'entreprise AG2R nous a accompagnés. On a quelque part grandi ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la nécessité, comme c'était le cas de Jean-René Bernaudot, vous l'avez dit, d'aller rechercher des partenaires tous les 2 ou 3 ans, qui est extrêmement délicat, très stressant parce que quand on est chef d'entreprise, comme c'est le cas de Jean-René Bernaudot, où on a vu Emmanuel Hubert dernièrement, puisque son équipe Arkea BNB a arrêté, je peux vous dire que c'est beaucoup d'inquiétude, parce qu'on sait que le modèle économique est tellement fragile, puisque toutes les finances sont basées uniquement sur du sponsoring. On sait très bien que quand les sponsors s'en vont, il y a peu de chances que l'équipe puisse perdurer. Donc tout ça, c'est extrêmement stressant et angoissant pour le chef d'entreprise. Moi, j'ai vécu ça. À la fin de l'année Chazal, j'ai passé 3, 4 mois, 5 mois à ne pas dormir parce que j'étais à la recherche d'un partenaire. Et je peux vous dire que ça use le bonhomme. Mais bon, c'est la rançon de la gloire. On sait que notre modèle est comme ça. Il faut chercher des partenaires. Et c'est à ce titre-là qu'on peut espérer durer et progresser. Alors, quand on a la chance, comme moi, d'avoir côtoyé, d'avoir croisé le chemin d'AG2R La Mondiale, avant ça, c'était AG2R Prévoyance, puis AG2R La Mondiale, et bien, effectivement, c'était un confort de travail qui nous a permis de travailler avec des perspectives, de la durée et de construire des choses très positives. Et après, quand on regarde comme ça avec le recul, cette équipe que vous avez fondée en 1992, là on est 33 ans après, si je compte bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir fondé une équipe qui est aujourd'hui une des équipes les plus anciennes du peloton, parce qu'il me semble qu'on a juste Movistar et Visma Lease the Bike qui ont été fondés avant. Oui, encore Visma, oui, parce que c'est vrai, on va dire que c'est une équipe qui a perduré suite à Rabobank et autres, oui. Mais c'est vrai que c'est la même structure. C'est vrai que c'est une fierté de savoir que, en plus, si on reprend le début de l'histoire, la création de cette petite équipe, sans savoir quelles seraient les perspectives, l'avenir, à aucun moment donné, en 92, je me serais dit, on va faire 33, 35 ans d'équipe pro. C'était inimaginable. Surtout qu'il y a eu tellement d'aléas qui auraient pu nous faire arrêter en cours de route. Donc, finalement, avec du recul, je me dis que c'est une belle fierté que d'avoir réussi à créer cette équipe dans un premier temps, à la faire perdurer, à la faire grandir, à la faire progresser avec des résultats sportifs quand même qui ne sont pas anecdotiques. Les podiums du Tour de France, c'est quelque chose qui marque l'histoire, ma propre histoire, l'histoire des équipes que j'ai dirigées, et même l'histoire du cyclisme français. Donc oui, il y a de la fierté, voilà, donc forcément. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est, même si je n'en fais plus partie, c'est aujourd'hui la plus grande équipe française qui est devenue une équipe Décathlon, et demain un Décathlon CGM, CMA, CGM. Ça veut dire que le travail en amont qui a été réalisé était un bon travail, donc oui, c'est de la fierté. J'étais en train de me poser une question aussi en repensant toutes les difficultés que vous évoquez dans votre livre, de ce que vous avez connu en tant que coureur dans votre carrière de coureur. Est-ce que justement le fait d'avoir eu une carrière de coureur compliquée avec je crois pas plus d'1 an au sein d'une même équipe, ça a pu justement vous aider pour faire tenir votre équipe et la façonner un petit peu de la meilleure des manières?
Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'encore une fois, c'est lié aux traits de caractère dont j'évoquais au début de l'interview. C'est que puisque j'ai eu un parcours assez chaotique et difficile pour me maintenir en tant que coureur dans le peloton, je ne me suis jamais découragé parce que j'y croyais toujours, parce que finalement, c'est assez instinctif. J'ai suivi mon instinct. Euh, Beaucoup de gens qui étaient autour de moi, qui étaient des amis et qui étaient forcément des gens qui voulaient mon bien, à un moment donné, quand j'étais coureur, me disaient, mais Vincent, tu penses, il n'est pas temps d'arrêter. Voilà, c'était des conseils finalement qui étaient sincères de leur part et je les ai pas écoutés, je suis allé au bout de mes rêves. Et j'ai bien fait, parce que si j'avais écouté, que j'avais été un peu plus rationnel, un peu raisonnable peut-être dans ma façon de concevoir ma vie sportive, je me serais dit, non, mais là, c'est plus la peine, ça vaut plus le coup de se battre. Et finalement, non, j'ai suivi mon instinct, je me suis dit non, je veux être professionnel, je veux peut-être un jour faire le Tour de France, que j'ai réussi à faire une fois. Je veux vivre cette vie de coureur et je me battrai coûte que coûte pour vivre comme coureur. Et finalement, je l'ai fait. Et je sais que ça m'a servi, puisque derrière, ça m'a permis de rencontrer des personnes, de rencontrer Alain Chazal, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de rencontrer Jean-Yves Grand, qui m'a permis de connaître Casino, de rencontrer Monsieur Breton, Monsieur Renaudin, qui ont été des fidèles partenaires de chez AG2R. Donc finalement, toute cette histoire, elle a été liée par de la ténacité, du courage, de l'instinct, de l'engagement. Et c'est à ce titre-là que l'équipe finalement a vécu, a progressé et a réussi à obtenir des résultats. C'est pas venu tout seul. J'ai pas eu un blanc-seing, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit. Il a fallu aller se mettre les mains pour faire une image du cycliste, mettre les mains en bas du guidon et puis se mettre à bloc pour y arriver. Et après aussi, si on regarde maintenant aujourd'hui, alors vous n'êtes plus, vous l'aviez un petit peu évoqué, au sein de l'équipe Decathlon H2R, qui est encore aujourd'hui Decathlon H2R, mais j'ai vu là, sur cette fin d'année, il y a pas mal de coureurs qui quittaient l'équipe, qui, dans leur message de remerciement, etc., vous ont remercié, vous en particulier. Est-ce que ça vous touche, ça, de voir que Bien même sûr. si vous n'êtes plus dans l'équipe, on continue de penser à vous comme personne importante de cette équipe par les coureurs? Oui, oui, bien sûr, c'est très valorisant pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout que ma fin de parcours au niveau de l'équipe a été douloureuse. Donc forcément que des coureurs qui quittent cette équipe me délivrent des messages de gentillesse, de bienveillance, de reconnaissance. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir finalement bien travaillé en amont, puisque ces coureurs-là, qui sont des très bons coureurs en plus en général, m'ont délivré des messages de sympathie. Donc c'est toujours plus plaisant de recevoir des messages de sympathie que de se faire insulter. Donc voilà, non, il y a beaucoup de coureurs qui ont été vraiment très sympas avec moi et qui ont, au travers de leurs messages, reconnu les bons moments qu'ils ont pu vivre au travers de cette équipe, qui était une équipe à dimension familiale, humaine, et je tiens à préciser qu'il n'est pas incompatible avec la réussite sportive, parce que souvent, j'ai vu dans les critiques, alors bon, il faut en prendre, il faut en laisser, mais souvent on faisait le parallèle entre une équipe familiale ou humaine avec une équipe dirigée de manière paternaliste et pas performante. Et ça, je crois que c'est une erreur. Je crois qu'au contraire, pour arriver à être performant, il faut mettre tous les outils qui sont nécessaires, et notamment aujourd'hui, puisque les équipes sont des équipes technologiques, avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de recherche et autres. Il faut mettre en avant tout le côté technique, tout ce qui est important sur le plan performance. Mais pour que ça marche, il faut y adosser une dose d'humanité, une dose d'humanisme et de côté familial. Et d'ailleurs, je trouve que certaines équipes, les meilleures équipes du monde, notamment, je prends pour exemple UAE, qui est une équipe hyper technologique parce qu'ils ont les moyens. Hein. Mais je note aussi que cette équipe a des rapports humains internes qui sont très chaleureux. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle cette équipe brille. Donc moi, j'ai plutôt dirigé cette équipe avec de l'humanité. Les coureurs m'en ont été reconnaissants. Et ça me fait plaisir parce que tout simplement, c'est ma façon d'être. Donc, c'est pas la peine d'être un grand méchant pour diriger une entreprise de sport de haut niveau.
Oui, c'est sûr, parce que j'avais notamment noté une phrase de votre livre où vous dites pratiquer un management du cœur n'est pas une tare, contrairement à ce que les nouveaux investisseurs millionnaires du sport mondial peuvent penser. Bon, ça Oui, illustre c'est bien un ça. petit peu votre façon de C'est penser, quoi. exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Par rapport à votre éviction de l'équipe Décathlon H2R, c'est un petit peu le fil rouge de votre livre, de votre récit. On sent quand même en lisant que vous êtes, en tout cas vous avez été, en tout cas à tout le moins, assez touché par tout ce qui s'est passé. Déjà, j'ai envie de dire, aujourd'hui, comment ça va pour vous par rapport à tout ça? Aujourd'hui, ça va. J'ai pas, il y a toujours un fond, au fond de moi, de sentiment d'injustice terrible qui est venu. Je pense que tout ça aurait pu se passer complètement différemment. On voit bien des managers d'équipe et des grands managers qui ont arrêté leur carrière cette année. Je pense à Patrick Lefebvre qui a dirigé les plus grandes équipes avec Mapei, avec Quickstep et autres, qui a un parcours incroyable avec plus de 500 victoires. Patrick Lefebvre avait certainement fait son temps au sein de son équipe en tant que manager et ils ont trouvé une porte de sortie qui était appréciable, qui était respectable. Voilà, même on a vu dernièrement Cédric Vasseur qui a été remercié de l'équipe Ocludis, mais sans perte et fracas, puisqu'il y a eu des messages qui ont été malgré tout bienveillants. Donc je pense que ça aurait pu être complètement différent. Moi, ça m'aurait moins meurtri parce qu'effectivement, c'était extrêmement douloureux pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Depuis, je me suis reconstruit. Et notamment par rapport à ce projet peut-être dont on va parler tout à l'heure, ma petite entreprise, équipe cycliste, voilà, ça me fait le plus grand bien, tout simplement parce que le fil rouge, c'est le cyclisme, c'est le vélo, et que j'avais le sentiment d'avoir bien bossé pour mes équipes, pour mes coureurs, pour mes partenaires pendant des années, et que ma fin aurait dû être tout autre, qu'on aurait pu simplement me dire au revoir, peut-être que vous avez fait votre temps, il est temps de partir, pourquoi pas, mais que ça aurait pu se passer autrement. Oui, surtout, on va dire, pour la forme, la façon d'être remercié, sans vraiment de message ou quoi, alors qu'il me semblait avoir vu dans des articles que votre départ à la retraite était de toute façon prévu pour la fin de l'année 2024, si je ne me trompe pas. Ça avait pas été vraiment défini quand le sponsor AG2R a repris l'équipe. Okay. On m'avait donné un rôle qui était de manager sportif, mais on n'a jamais évoqué ma date de départ, quand bien même on aurait pu le faire et j'étais prêt à discuter de cette date de départ, il n'y avait pas de souci. Alors justement, toute cette période un peu floue, vous l'évoquez, ça commence plus ou moins à partir de 2021, quand vous lancez les travaux pour un nouveau service course du côté de Chambéry, là où votre équipe est basée, puisqu'il y a aussi tout un certain ancrage local qui est assez important pour vous, on le sent bien. Est-ce que dans toute cette période aussi, vous avez senti un peu ce décalage de façon de management que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on peut voir aussi dans d'autres équipes? Vous citiez UAE qui pour vous est assez humaine, on va dire, dans sa façon de faire. Est-ce que justement il y a ça aussi maintenant, de plus en plus de façon de manager une équipe comme une entreprise plus que comme une famille, comme vous teniez à le faire par le passé? Oui, certainement le sport professionnel évolue, mais encore une fois, je ne sais pas s'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre. Je pense que les équipes sont dirigées par rapport aux caractéristiques des patrons de ces équipes-là. Peut-être il y en a qui dirigent, managent d'une manière, on va dire, très académique, si on peut appeler ça comme ça, très comptable, et puis d'autres qui mettent un brin d'humanité, tout en sachant que la recherche de chacun, c'est la performance. Obtenir la performance, tout simplement dans un but de récompenser les partenaires parce que ça, c'est pas évident de trouver des partenaires qui mettent des millions d'euros sur la table pour faire diriger une équipe cycliste professionnelle parce qu'il y a un retour qui est important. C'est pour ça que les sponsors sont là. Mais néanmoins, les sponsors font appel à des dirigeants, à des hommes, pour mener à bien la mission
d'obtenir des performances dans le monde du cyclisme professionnel. Et les sponsors font appel à des dirigeants en fonction de leurs caractéristiques morales, connaissances techniques, leur notoriété, de leur façon de manager. Voilà, bon, moi certes, j'ai créé cette équipe comme un artisan au départ. Je pense que petit à petit, j'ai beaucoup appris. Je me suis entouré de personnes de connaissances, d'expérience. Finalement, j'étais le lien avec toutes ces personnes pour arriver à faire progresser. Et on était toujours dans une phase de progression. D'ailleurs, au fil des années, l'équipe a toujours progressé. On a remporté plus de 22 étapes du Tour. On a fait des podiums du Tour. Donc, ça veut dire qu'on a su s'adapter. Mais le fond du bonhomme était toujours un artisan. Avec ses lacunes, bien évidemment, mais avec toujours une volonté d'aller de l'avant, de progresser et de s'entourer des meilleurs experts. Donc, pour ça, il faut du temps. Peut-être que j'ai compensé le manque de connaissances spécifiques, de gestion humaine à haut niveau, de capacité de diriger une grande entreprise par l'expérience de terrain, par le côté management justement des équipes avec de l'humanité. Et en fin de compte, les résultats ont plutôt été bons. Peut-être pas assez aux yeux des partenaires, mais si on a réussi à durer pendant 30 et quelques années, je pense que nos sponsors et nos partenaires s'y sont retrouvés. Et finalement, le résultat global, il est plutôt bon. Oui, il y a eu des bons résultats. Vas-y, Geoffrey. Justement, sur cette évolution d'un départ très artisanal, on ne va pas dire que l'équipe à la base était montée avec 3 bouts de ficelle, même si on regarde avec nos yeux d'observateurs du cyclisme moderne, c'est l'impression que ça donne presque. Mais est-ce qu'on pourrait avoir votre ressenti justement sur l'évolution générale du cyclisme? Parce que on a l'impression que tous les ans, on se rend compte que le cyclisme s'est énormément professionnalisé depuis la décennie d'avant et c'est quelque chose qui semble s'accélérer de plus en plus. Par exemple, vous avez connu l'apparition de l'aérodynamisme à tous les niveaux, l'apparition des oreillettes dans le peloton, le matériel qui a changé, les méthodes de courir qui vont changer. Il y a par exemple une anecdote que vous évoquez dans le livre sur une étape contre-la-montre par équipe du Tour méditerranéen où il a fallu directement aller chercher les vélos de contre-la-montre en Italie pour être sûr d'en avoir pour tous les coureurs. On a l'impression que c'est une anecdote qui remonte aux années 60, mais non, c'était il y a 25 ans, donc est-ce que vous pouvez nous retransmettre justement votre ressenti sur à quel point le cyclisme a changé oui, l'intérieur, à quel point on le ressent? Oui, moi, à partir du moment où j'ai commencé cette carrière de manager sportif en 92 et ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a des années-lumière à tous les niveaux. Il y a d'abord les moyens financiers qui sont aujourd'hui à l'époque. Les plus grandes équipes en 92, en France, c'était Castorama, ex-Renault Gitane, qui était avec Guimard, qui a dominé le cyclisme mondial pendant des années et des années. Je sais pas, aujourd'hui, les budgets, si on les ramenait aujourd'hui, les budgets de Renault Gitane seraient peut-être le 20e budget ou le 15e budget des équipes d'aujourd'hui. Donc, il y a eu une évolution incroyable sur le financement des équipes, qui a apporté derrière, fait fortement, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'encadrement, beaucoup de technologie, beaucoup de recherche, beaucoup de recherche toujours dans le but d'obtenir de la performance. Il y a eu des structures qui ont été mises en place aussi avec les règlements de l'UCI. L'UCI a demandé aux entraîneurs des équipes d'avoir des entraîneurs attitrés de manière importante. Ça a apporté évidemment beaucoup de crédit sur la capacité et les qualités des entraînements des athlètes. Et puis il y a tout ce suivi, parce qu'aujourd'hui, il y a la nutrition, la psychologie, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et puis tous les aspects effectivement technologiques purs, vous avez parlé de l'aérodynamisme, mais tout ce qui est roulement, tout ce qui est carbone, tout ce qui est, il y a énormément de choses qui fait que les équipes finalement, elles apprennent au travers de la concurrence les unes après les autres. Il y a toujours des équipes qui sont en avance. On a pu voir à un moment donné Ineos être en avance pendant plusieurs années avec les moyens, parce que c'était peut-être la première grosse équipe qui a amené des moyens énormes. Et forcément, ils ont tiré le cyclisme vers le haut. Donc, tout le monde a un petit peu copié. Et puis, il y a d'autres sponsors, d'autres équipes qui sont arrivées avec des moyens supplémentaires. Vous avez parlé de Visma, aujourd'hui UAE.
Et finalement, c'est une guerre de technologie, de recherche, de performance, où chacun apporte ses éléments pour progresser. Pour illustrer vos propos, en même temps, j'ai fait une petite recherche rapide sur ce que j'ai trouvé sur le budget de l'équipe Renault Gitane que vous évoquiez. Et si on le convertit en francs en euros, enfin du budget de francs avec l'inflation, ça correspondrait au budget d'une équipe comme Aubert 93 aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. C'est fou de se dire qu'une équipe qui était la meilleure équipe du monde il y a 40 ans n'aurait même pas le niveau pour être dans l'équivalent de la 2e division mondiale. Donc, ouais, c'est fou. Ça montre bien l'évolution du temps. Voilà. Après, notre sport a beaucoup gagné en termes de notoriété, de suivi, d'image. Et je pense que toutes ces avancées, qu'elles soient technologiques ou autres, ont fait de notre sport un sport attrayant. Puisque je me rappelle, il y a une vingtaine d'années ou il y a une trentaine d'années, on assimilait l'image des cyclistes avec le milieu ouvrier, les paysans et autres, et qu'aujourd'hui, on sait que c'est un sport tendance avec justement des CSP+, des dirigeants d'entreprise qui font du vélo et qui retrouvent leur compte. Mais l'augmentation financière de la gestion du vélo, est-ce que ça peut... C'est pas un handicap en France, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent l'importance des charges dans la gestion d'équipe par rapport à des équipes étrangères qui sont avantagées fiscalement, on va dire. Ah ben ça, évidemment, ça c'est notre environnement fiscal et social en France est pas fait pour avantager les sportifs professionnels. On sait très bien que notre modèle fait qu'on est le pays qui a un coût salarial le plus élevé, mais ça c'est la réalité aussi dans la vie économique de tous les jours. Les entreprises françaises qui sont en concurrence avec les étrangers, ne serait-ce que même les entreprises européennes, même en Allemagne, un pays qu'on peut comparer à la France, le coût du travail en Allemagne est plus bas qu'en France. Et ça se ressent au niveau du cyclisme, et d'autant plus qu'il y a des aménagements, souvent dans certains pays, qui permet, notamment des aménagements par rapport aux sportifs de haut niveau, qui permet d'avoir des allègements de charges sociales, notamment avec la Belgique, le statut de sportif de haut niveau, cycliste professionnel en Belgique, fait en sorte que les charges sociales sont beaucoup plus basses que chez nous. Et forcément, ça pénalise, on va dire, les équipes françaises qui voient partir d'excellents coureurs à l'étranger, parce que les coureurs sont attirés forcément par une rémunération plus importante. Donc, on a du mal à conserver nos meilleurs éléments, même si certains, moi ça a été le cas, Romain Bardet est resté très longtemps chez nous parce qu'il y trouvait son compte, et puis parce qu'il avait besoin de cet équilibre aussi au niveau de l'équipe. Et puis sur la fin de carrière, il a choisi justement de partir chez DSM, de tenter une nouvelle aventure, mais il aurait pu choisir une équipe française, il est parti à l'étranger. Et donc on voit bien aujourd'hui que beaucoup de très très bons talents, même déjà très jeunes, sont attirés par les équipes étrangères, parce que forcément les rémunérations financières sont plus élevées. Elles sont plus élevées parce que les charges sociales, le coût du travail est plus faible à l'étranger. Ouais. Après oui, il y a ce côté où on peut dire que en termes de budget pour une équipe ça va coûter plus cher, mais on peut aussi mettre en avant que le coureur alors vous connaissez certainement mieux ce sujet-là que moi, mais le coureur a davantage de protection en France qu'en Belgique par exemple. Oui, certainement. Forcément que le coût salarial et le coût des charges sociales est aussi proportionnel avec les couvertures sociales qui sont apportées. Mais néanmoins, on sait très bien que les coureurs professionnels ont des carrières qui sont courtes. Et à partir du moment où vous proposez un salaire qui est 40 ou 50% plus élevé, voire plus, à l'étranger, le coureur est naturellement attiré par une rémunération plus forte, et il a aussi les moyens de s'assurer lui-même d'une manière individuelle, qui coûte pas si cher que ça finalement, qui permet d'avoir une couverture, de penser aussi derrière à son avenir s'il cotise pour notamment la retraite et autres, tout en étant on va dire confortablement assuré. Donc voilà, on sait très bien que le coût, les charges sociales salariales
correspondent à peu près à 21%, et que les charges sociales patronales, suivant le niveau des salaires, correspondent entre 40 et 45%. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a 70% de charges sociales qui sont adossées au salaire net. Et forcément, vous avez des pays où il y a zéro charge sociale. Donc forcément, vous imaginez que sur une masse salariale de 20 millions d'euros, si vous ajoutez 70% ou si vous enlevez 70%, vous n'avez pas tout à fait le même effectif de coureurs. Après, par rapport à ça, il y a pas mal d'idées qui jaillissent un petit peu actuellement. L'idée de faire un salary cap, que les budgets soient plafonnés, ou alors de dire toutes les équipes ou autour, par exemple, soient basées fiscalement dans le même pays pour qu'il y ait un peu plus d'équité, d'égalité. Est-ce qu'il y a des solutions qui vous semblent intéressantes comme ça à imaginer pour l'avenir du cyclisme? Oui, je sais que c'est des réflexions qui ont lieu depuis de nombreuses années déjà avec l'UCI, bien sûr, avec la fédération, avec la SGCP, avec les CPA, enfin tous les syndicats, que ce soit des équipes ou des coureurs, qui imaginent effectivement des solutions pour resserrer l'écart qu'il y a entre, ne serait-ce qu'au sein du World Tour, des 18 meilleures équipes mondiales, qu'on puisse resserrer ce niveau entre les budgets les plus faibles et le niveau le plus élevé pour qu'il y ait un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien en 2026, il va y avoir 5 grosses équipes qui, je pense, vont dominer le peloton. Et puis derrière, il y a une grosse différence. Bon, il y a UAE, il y a Ineos, il y a Visma, il y a Red Bull, et puis demain, il y a Decathlon. Ça fait partie de ces 5 grosses équipes, et puis derrière c'est plus compliqué, et notamment sur le bas on a vu l'association de l'auto et d'Intermarché qui avait trouvé la nécessité de se regrouper tout simplement pour prendre plus de puissance. Donc ça montre bien qu'il y a un énorme décalage, et qu'à terme ça peut poser des problèmes, oui, sur certaines équipes, parce que certaines équipes peuvent se décourager. Donc il faut trouver des solutions. Lesquelles, je ne sais pas. Je pense qu'il y a assez de gens qui mûrissent tout ça dans les différentes commissions pour trouver une bonne solution. Après aussi, alors ces difficultés, elles sont là à l'échelon le plus élevé du cyclisme mondial, mais on a aussi aux échelons en dessous, et on voit notamment des équipes amateurs en France, par exemple, qui préfèrent soit arrêter, soit passer en continental fédéral, comme c'est le cas pour le VC Rouen, Bourg-en-Bresse, Vendée-U, par exemple, et que la base, entre guillemets, du monde du cyclisme amateur tire un peu la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a vous avez une inquiétude par rapport à ça, du fait que les plus riches s'enrichissent toujours plus, entre guillemets, mais que la base de la pyramide ait de plus en plus de mal à tenir le bout? Oui, alors tout est lié aussi à notre économie en France. Si on regarde en France, notre modèle, on voit bien que c'est vrai dans le vélo, mais c'est vrai dans d'autres clubs sportifs. Notre tissu sportif marche en France parce qu'il y a des clubs qui obtiennent des subventions de la part de municipalités, de départements, de régions. Et on voit bien que l'économie aujourd'hui, les finances sont plutôt à l'économie, et donc ces subventions, elles baissent à tous les étages, et les clubs souffrent. Et ce sont uniquement des bénévoles, notamment au niveau amateur, qui compensent cette baisse de moyens pour faire vivre finalement leur passion, pour faire évoluer ces équipes ou ces courses, ces organisations, alors que tout augmente. On voit bien le prix de l'essence, on voit bien aujourd'hui quand il s'agit d'aller réserver un hôtel ou se déplacer pour faire une course à 1000 km, ce que ça peut coûter. Donc d'une part, on perd des subventions, d'un autre côté, les coûts montent, donc on se retourne vers quoi? On se retourne vers des partenaires. Alors, quand on voit actuellement les faillites d'entreprises ou le nombre d'entreprises qui ferment, qui pourtant pourraient à un moment donné subvenir comme partenaire à n'importe quel niveau que ce soit au niveau des petits clubs comme des plus grandes épreuves, et bien on voit que voilà, ça donne des équipes DN1 qui arrêtent. Voilà, le modèle évolue, et il faut effectivement, la fédération, je pense, se gratte la tête pour essayer d'endiguer cette fuite des équipes, parce que c'est vrai que s'il n'y a plus de DN1 derrière, c'est la base de pyramide qui s'effondre.
Donc, il faudrait trouver des ressources nouvelles pour que notre sport puisse évoluer parce que les coûts augmentent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malheureusement, les recettes n'augmentent pas. Donc, tout ça est compensé par l'énorme effort qui est réalisé par l'ensemble des bénévoles, quels qu'ils soient, à n'importe quel club que ce soit. C'est vrai que oui, par rapport à tout ça, voilà, toute la base qui a un peu de mal et qui tient beaucoup sur les bénévoles, avec aussi le bémol, on peut dire que les bénévoles sont la pyramide d'âge des bénévoles est de plus en plus âgée, forcément. Mais c'est vrai que voilà, je vois, pour prendre un exemple près de chez moi, je sais que par exemple le comité cyclisme de Gironde a dû lancer un appel, une campagne participative pour pouvoir conserver ses 2 salariés. Sinon, il n'y a plus d'action possible par le comité parce qu'il y a plus de financement et compliqué après forcément parfois d'aller chercher des partenaires privés. Est-ce que ça veut dire tout ça à toutes les strates, on va dire, du cyclisme, professionnel comme amateur, il y a besoin de chercher un nouveau modèle économique qui marche depuis des décennies et des décennies sur juste entre guillemets du sponsoring sportif, des entreprises qui mettent de l'argent pour dire on va avoir un petit peu de retombées publicitaires derrière. Oui, c'est tout ça. Il faut que ça évolue parce que forcément, je pense qu'on est à la rupture un petit peu de ce qui se passe. On voit avec justement, notamment encore une fois, ces DN1 qui s'arrêtent les unes après les autres. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été réalisé quand même qui va dans le bon sens. On sait que depuis 2 ans, l'UCI a mis en place des fonds de formation que les équipes professionnelles, quand une équipe professionnelle fait passer un jeune coureur professionnel au sein de son équipe, il doit reverser une certaine somme d'argent à la fédération qui, elle, va le reverser au club où ce coureur a été formé. Donc ça, c'est plutôt ça va dans le bon sens. C'est pas suffisant pour permettre à tous les clubs de vivre. Mais il me semble que c'est quelque chose comme 10 000 € par année passée au sein du club. Oui, je crois que je sais plus les chiffres en tête exactement, mais je crois que c'est 10 000 € par année, effectivement, où le coureur a été passé à partir de la catégorie junior, je crois, de mémoire exactement. Donc ça veut dire qu'un coureur qui passe professionnel maintenant dans une grande équipe, cette équipe doit reverser, si c'est un Français, il doit reverser 10 000 € par année de formation à la Fédération française qui vont, elle, par contre, relayer cette formation aux différents clubs formateurs. Donc ça va plutôt dans le bon sens. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que je pense qu'il y a quelque chose qui serait aussi peut-être encourageant on parlait des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, c'est de permettre à tous ceux qui donnent, alors il faudrait évaluer le niveau, à quel moment ça peut se faire, mais que aujourd'hui, les gens qui passent des années et des années au service d'un club puissent bénéficier d'une année ou 2 ou 3 supplémentaires en termes de cotisation de retraite. Ça pourrait être quelque chose de très valorisant, de très motivant, pour que justement on amène des générations un peu plus jeunes au service des clubs, en sachant que s'il y a besoin de 44 ans, 45 ans de cotisation, si vous avez donné 5 ans, 10 ans de votre vie au service d'une association à déterminer, vous pouvez bénéficier peut-être de quelques mois ou quelques années de retraite supplémentaire. Peut-être que ce serait quelque chose d'intéressant pour motiver le tissu justement associatif. Par rapport à tout ça, alors ça mène un petit peu à votre projet actuel, Ma Petite Entreprise, qui est porté par Émeric Ducruy et Michael Amand, qui justement l'idée de faire une équipe, monter une équipe qui est là pour 2026 une équipe féminine déjà, et c'est déjà très bien, par des souscriptions auprès de PME et aussi un peu du grand public. Pourquoi ce modèle il peut être important, intéressant pour vous, sachant que aussi, on peut faire un parallèle à ce que vous avez déjà fait par le passé. En 1995, vous aviez lancé un petit peu la même chose, une souscription auprès de supporters et d'entreprises pour que ça donne ensuite Petit Casino, c'est votre équipe. C'est ça. Oui, j'ai innové, peut-être sans le faire exprès, j'ai créé le crowdfunding à mon niveau. Je ne sais pas si ça existait ailleurs à ce moment-là, mais j'ai trouvé que associer le public justement à cette équipe Petit Casino à l'époque, parce qu'on avait besoin de finances et le public a répondu vraiment en masse pour nous envoyer des chèques et nous encourager. Et certains supporters sont restés fidèles depuis le premier jour. Voilà. Et donc là, c'est vrai que le modèle est un petit peu équivalent. L'idée, c'est quoi ? C'est de mettre
c'est de prendre un peu le contre-pied de ce qui se passe aujourd'hui, avec justement ces millions d'euros qui viennent des multinationales, voire des États. C'est de permettre, pourquoi pas, à des entrepreneurs français, en l'occurrence, de venir en support d'une équipe professionnelle et de se dire, tiens, moi, je fais partie de l'aventure. En sachant qu'une PME, une TPE ou même une ETI ne peut pas devenir sponsor principal d'une grande équipe. Ils n'ont pas les moyens. Par contre, il y a quand même un tissu économique en France, même s'il y a une crise aujourd'hui, tout le monde n'est pas en crise. Il y a quand même aussi des entreprises qui fonctionnent bien. Il y a aussi des entrepreneurs qui se battent tous les matins, qui sont courageux, qui vont au boulot, qui prennent des risques, qui travaillent énormément et qui aiment bien le vélo. Donc l'idée, c'était de rassembler ces entrepreneurs, ceux qui aiment le cyclisme, ceux qui aiment les valeurs du cyclisme, pour essayer de venir supporter une équipe cycliste professionnelle. Et on a choisi, dans un premier temps, de créer une équipe cycliste professionnelle femme. Pourquoi ? Parce que d'abord, les moyens sont moins importants pour arriver à mettre le pied à l'étrier. Il y a plus de possibilités. Aujourd'hui, créer une équipe homme de bon niveau, ça prend beaucoup de temps. Vous êtes obligé de passer par la case continentale ou pro team, mais vous ne pouvez pas avoir accès, par exemple, au Tour de France ou aux grandes épreuves avant 4 ou 5 ans de création. Quand vous envisagez de monter une équipe féminine, il y a encore la place aujourd'hui pour très rapidement pouvoir prétendre à participer aux plus grandes courses. Le coût du fonctionnement d'une équipe féminine reste encore plus modeste. Et d'une autre part, les filles, elles méritent aujourd'hui, parce qu'on sait que le sport féminin est en vogue, le cyclisme féminin a progressé d'une manière incroyable. Aujourd'hui, les moyennes qui sont réalisées par les meilleures coureuses, que ce soit Vollering ou enfin, toutes les meilleures coureuses, sont incroyables. On voit bien qu'aujourd'hui, les courses sont intéressantes. On a vu le succès du Tour de France féminin. Donc, c'est de nature à générer des nouvelles ressources. Et nous, on s'est positionné dans ce projet-là, équipe féminine, supportée par des PME, des TPE, qui viennent avec un budget finalement qui peut être modeste, puisque le premier investissement est à 750 €, donc il est plutôt destiné à l'attention des auto-entrepreneurs ou des toutes petites entreprises. Et derrière, il y a des paliers à 1500, 5000, 15 000 et plus importants. Donc, on a plus de 400 entreprises aujourd'hui qui nous soutiennent. Et le but, c'est voilà, donc on est sur la finalisation de la validation de cette équipe. On a pratiquement tout construit. On a fait 80% du chemin. Il nous reste encore des détails d'organisation. On a choisi les cours sur lesquels on va participer. On a choisi nos coureuses. On a 10 coureuses. Donc voilà, on cherche encore des entreprises. Donc celles qui vont lire, qui vont consulter ce podcast, elles sont la bienvenue. Vous allez sur le site Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste. Tout est expliqué. Il y a plein de choses innovantes qui vont être créées, qui vont permettre justement à ces entreprises d'avoir des liens, on va créer un annuaire pour créer des relations entre les entreprises. Voilà, donc il y a plein de choses nouvelles qui vont. Il y a une application qui va être mise en place où tout le monde pourra, tous ces gens qui interviennent, que ce soit les partenaires particuliers ou les partenaires d'entreprise, pourront investir et connaître les coulisses de notre équipe. Il y a plein d'idées nouvelles. C'est un nouveau modèle qui mérite d'être appréhendé. Et puis vous évoquez les coureuses, il y a 10 qui ont été signées, présentées, des coureuses comme Morgane Coston, Laura Asensio, Célia Lemuel ou encore Noémie Abgral. On aura l'occasion de les voir l'année prochaine, peut-être même sur le Tour de France, puisque il me semble, si je me trompe pas dans mes calculs, il me semble que si on prend les 15 équipes World Tour et les équipes Pro Team, on arrive pile poil, il me semble, au nombre d'équipes qui peuvent participer au Tour de France. Faudra peut-être vérifier, confirmer ça, mais ça peut justement aller dans ce que vous évoquiez, le fait d'une participation qui est plus facile, entre guillemets, au Tour de France chez les femmes. J'espère déjà que vous ne vous trompez pas. Et puis qu'effectivement, on aura. De toute façon, on a construit cette équipe dans le but d'être performant, avec nos moyens. Alors les moyens sont limités puisque le budget global est d'1,5 million, valorisation matérielle comprise. Donc c'est un budget qui est très limité, mais on essaye de rationaliser tout ça. Je pense que l'effectif est très intéressant. Vous avez cité un certain nombre de filles. Il y a d'autres jeunes filles qui arrivent, qui ont 19 ans. Je pense à Margot Marasco, par exemple, qui nous rejoint. On a vraiment une équipe qui est sympa et je pense qu'on peut avoir de très, très belles surprises. Donc, on sera candidat pour les plus grandes courses mondiales dès 2026. En tout cas, on suivra ça, évidemment, avec
avec attention. Et aussi, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, en tout cas par rapport à votre parcours et ce que vous avez déjà pu faire avec votre équipe AG2R, c'est en tout cas de ce que j'en lis un petit peu, notamment dans votre livre, dans ce qu'on voit un petit peu dans les médias, l'idée d'avoir une équipe qui soit basée sur avec l'importance d'un projet basé sur l'humain aussi, avec aussi un certain ancrage local. Pourquoi alors le côté humain, on l'a bien compris parce que vous aviez pu évoqué jusqu'à présent, l'aspect un petit peu ancrage local, déjà ne serait-ce que par le fait d'avoir plein d'entrepreneurs français, en quoi c'est important pour vous? Alors déjà, le projet, c'est un projet national. Oui. On a nous des entrepreneurs qui viennent. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Rhône-Alpes. Pourquoi? Parce que la création d'équipe se fait ici sur Chambéry. Donc les deux entrepreneurs que sont Michael Amand et Émeric Ducruet sont des entrepreneurs locaux ici. Donc il y en a un, Émeric Ducruet est une entreprise qui s'appelle ACS ancrée à Chambéry, et Michael Amand est une agence de communication sur Nantes et sur Paris, mais même lui, il habite sur Aix-les-Bains. Donc le projet, il est vraiment local. Mais néanmoins, c'est une dimension d'équipe au niveau national. On a pas mal de partenaires sur Rhône-Alpes. On en a beaucoup en Bretagne. On a aussi pas mal de coureuses qui sont en Bretagne, mais on a aussi des partenaires, des entreprises qui nous supportent un peu partout en France. Le territoire est bien maillé. Même si le temps fort sont Rhône-Alpes et Bretagne, on a des entreprises dans le Grand Est, on a des entreprises dans le nord de la France. Voilà, donc on a un tissu économique qui est intéressant et qu'on va faire se rencontrer les unes après les autres. Voilà, donc c'est d'abord une équipe française, même si on a une coureuse suisse, mais c'est une coureuse suisse qui, d'abord, pas loin de notre frontière, parce qu'il habite pas loin de la frontière française, et qui par ailleurs a aussi couru dans une équipe DN1 française pendant quelques années. Voilà, mais au départ, l'idée, c'est plutôt de créer une équipe française, et pas une équipe locale, mais une équipe française, avec le soutien des entreprises françaises. Oui, tout à fait, ouais. Mais j'avais vu en tout cas dans votre livre, dernier chapitre, que vous évoquiez un petit peu ça, et aussi de parler de la formation avec cette idée qui est peut-être un petit peu lointaine de se dire peut-être relancer le CCF, Chambéry Cyclisme Formation, sur lequel vous vous étiez basé depuis le début des années 2000 avec votre équipe professionnelle AG2R. Donc il y a aussi cette idée de formation qui est importante dans l'ensemble de la vie de l'équipe. Oui, tout à fait. C'était une caractéristique, c'est un des éléments qu'on souhaite mettre en avant dans notre équipe, c'est-à-dire d'abord, permettre à des jeunes filles qui passent professionnelles, qui ont 19, 20 ans, 18, 19, 20 ans, de ne pas forcément laisser tomber leurs études. On va les encourager, on ne va pas les obliger, parce qu'on ne peut pas les obliger, mais on va les encourager à continuer un cursus scolaire, universitaire en l'occurrence. Donc il y en a 3 là, actuellement qui continuent leur parcours universitaire. Et derrière, on va aussi permettre, avec justement ce tissu économique de soutien à toutes ces entreprises, de permettre aux filles qui sont plutôt sur la fin de la deuxième partie de carrière de rentrer en relation avec les entreprises pour imaginer leur après-carrière. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et justement, le fait qu'on ait à disposition plus de 400 entreprises aujourd'hui qui nous supportent, et peut-être demain 1000, eh ben, ces 1000 entreprises auront à disposition une athlète de haut niveau qui, à un moment donné, à 32, 33 ans, et souhaite se reconvertir. Avec tous les métiers qui sont à disposition dans toutes ces entreprises, il y aura certainement une possibilité de reconversion d'une athlète de haut niveau. Ça, c'est un point. Donc, il y a d'une part la formation avec ces jeunes, on va les encourager à continuer leurs études et leur permettre d'aménager le calendrier de course en fonction de leurs études, mais aussi derrière, à celles qui sont sur la fin de parcours, d'aller rentrer en relation avec les entreprises pour que derrière, ces entreprises puissent bénéficier aussi d'avoir une salariée qui est motivée, qui a du courage, qui a des valeurs. On sait très bien qu'une fille qui fait du vélo aujourd'hui au niveau professionnel, c'est une fille qui a des valeurs extraordinaires parce qu'elle se bat, elle est courageuse, elle est voilà. Et donc, on peut retransposer ces valeurs-là dans l'entreprise et c'est un gain pour une entreprise incroyable. Et juste pour finir, petite question qui me vient par rapport à votre équipe, ma petite entreprise. Là, en 2026, votre fille Nina Lavenu, elle n'y sera pas, elle reste pour l'instant au sein de la réserve de AG Insurance.
Oui, Nina, elle est sous contrat avec AG Insurance et puis elle aspire à ne pas être toujours proche de papa. Elle aspire à s'émanciper. Parce que, voilà, elle a trop souvent entendu la fille de Vincent Lavenu, donc elle aspire à faire autre chose et se trouver dans une autre équipe. Donc je pense pas même qu'en 2027 elle intègre notre équipe. Elle aspire plutôt à rentrer, soit rester au sein d'AG Assurance parce qu'elle se sent très très bien dans cette équipe, ou alors aller dans une autre équipe pour mener sa vie. Très bien. Geoffrey, est-ce que tu as une autre question encore pour finir? Par rapport à l'aspect formation et développement humain, c'est juste pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire avec l'idée que les jeunes athlètes puissent continuer à avoir un cursus universitaire. Cet aspect formation et développement humain, c'est quelque chose que vous citez à plusieurs moments dans votre livre. J'ai plus les citations exactes en tête, mais il y a un moment où vous dites clairement que les coureurs que vous accompagnez, vous occupez pas uniquement de leur développement en tant qu'athlète, mais de leur développement en tant qu'homme. Oui. Et visiblement, donc c'est quelque chose qui vous tient toujours à cœur dans cette manière d'appréhender l'avenir des très jeunes athlètes, alors que la tendance actuelle dans le vélo, mais pas que, dans beaucoup d'autres sports, c'est de quasiment faire passer professionnels des sportifs alors qu'ils ont à peine 17-18 ans. Oui, alors nous, on s'est basé sur l'histoire, hein. Je me suis basé sur l'histoire qu'a jalonné mes différentes équipes, avec notamment les valeurs du centre de formation, le CCF, hein. On a été les seuls à créer ça avec Loïc Varnet et son équipe. Pendant plus de 22 ans, 23 ans, on a permis à des jeunes coureurs de continuer leur cursus scolaire ou universitaire, tout en imaginant qu'ils pouvaient embrasser une carrière de cycliste professionnel. Et Dieu sait si ce concept, même s'il a eu du temps à prendre, parce qu'au départ c'était nouveau et peu de gens y croyaient encore une fois, et finalement on a bien vu ce que ça donnait, avec notamment encore une fois comme figure de proue c'est Romain Bardet, hein, qui a été au plus haut niveau du cyclisme, puisqu'il a terminé 2e et 3e du Tour, mais il a aussi, pendant sa carrière professionnelle, pu continuer un cursus universitaire. Donc ça montre bien que c'est tout à fait possible de faire du sport de haut niveau, tout en derrière ne pas imaginer que tout s'arrête là et qu'on ne peut rien faire à côté. Finalement, un cycliste, même s'il roule beaucoup, c'est un sport où on est obligé de s'engager énormément, de penser du temps. Il y a aussi le temps du repos, parce que c'est un sport qui est difficile. Et donc, voilà. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un autre centre d'intérêt, d'imaginer qu'on peut passer des diplômes, et que derrière, il y a l'après-carrière qui s'assure grâce à tout ça. Et ça apporte aussi un dérivatif mental, dans le sens où si il y a quelque chose ne marche pas dans le vélo, on a au moins autre chose sur lequel on peut se concentrer. On n'est pas forcément, on perd pas tout quand on a un accident ou quand on a un problème. Donc je pense que c'est une bonne chose que de continuer à avoir ce double projet, parce que effectivement ça permet de construire aussi. Il y a d'abord le côté il y a le côté, on va dire, diplôme et futur au niveau du travail, mais il y a aussi la construction humaine, les rapports que ça peut instaurer, que de partager du temps avec d'autres étudiants, de voir ce qui se passe en dehors du monde du vélo, et ça permet de grandir tout simplement dans sa carrière. Eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Vincent, on va arriver à la fin de ce podcast. Il y avait pas mal de questions où il y a encore pas mal d'autres sujets qui sont dans votre livre, on le rappelle. J'y crois toujours, écrit avec Marc Fayet aux éditions Talent Sport. Je vous le montre. Voilà. Il est là. Vous pouvez aller l'acheter dans les bonnes librairies ou directement sur le site Talent Sport. Eh ben, très bien. Merci beaucoup à vous donc, pour ce livre que je rappelle comme vous l'avez présenté, un livre confession. Voilà, présenté comme ça. J'aime bien la formule, je trouve que ça résume plutôt bien la façon dont ce livre est fait. Tiens, comme ça, pour finir, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026, puisque là, on arrive à la fin de l'année 2025 et 2026 qui se précise? Bien, déjà une bonne réussite à ce projet, parce que ce projet, ma petite entreprise Équipe Cyclisme, me tient beaucoup à cœur.
Au travers de ce projet, j'ai côtoyé des gens qui sont formidables, des gens qui se battent. Alors, il y a les deux initiateurs, Michael Amand et Émeric Ducruet, mais il y a toute une équipe autour, que ce soit Marie-Louise, Simon, Émeric, Cédric, tous ces gens-là qui sont Rémi, qui travaillent au quotidien dans l'ombre, bénévolement aujourd'hui, et on voit que cette équipe, elle a une âme. Vous allez sur les réseaux sociaux, ma petite entreprise, le symbole c'est une abeille, l'abeille c'est la ruche, c'est le travail collectif, c'est ce qu'on assimile avec le travail des entreprises, et vous allez voir tout ce qui est fait en termes de communication. On est assez novateur, on a déjà beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, Facebook ou autre. Donc allez-y, vous allez découvrir une nouvelle équipe avec beaucoup de cœur et beaucoup de projets. Donc, on attend votre soutien tout simplement. Donc, que cette équipe, elle perdure et qu'on commence à gagner des courses dès 2026 et puis qu'on puisse repartir sur une progression linéaire pour les années futures. Eh ben, très bien, on suivra ça avec attention, ce nouveau projet. Ça fait aussi forcément du bien d'avoir une nouvelle équipe, un nouveau projet, une nouvelle équipe française, quand on voit les difficultés qu'il peut y avoir actuellement, avec notamment la fin de l'équipe Airbnb masculine et féminine aussi, on va pas l'oublier. Oui. Donc eh bien, on suivra ça avec attention pour l'année 2026. Avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Vincent Lavenu d'avoir été avec nous pour parler de tout ça à l'occasion de la sortie de votre livre. Merci également à Geoffrey de m'avoir accompagné pour cet enregistrement. Bien c'est donc le dernier podcast de la saison qui clôt cette année 2025. On se retrouvera donc en 2026 pour relancer la nouvelle saison. Et bien, en attendant le prochain podcast Chasse Patate, l'année prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci à toutes et à tous, bonne fin d'année et à bientôt dans Chasse Patate!